Hey, salut mes poulets! Assez grosse vidéo aujourd'hui. Ouais, je sais que je les enchaîne un petit peu pour le moment. Ne vous inquiétez pas, les prochains sujets seront plus légers. Mais bon, au moins comme ça, vous aurez vite acquis les bases. Avant de regarder cette vidéo, je vous recommande d'avoir vu celle sur les risques des différents sous-jacents. Alors je vous la mets là, et nous on se retrouve après l'intro. Et pour introduire ce sujet convenablement, rien de mieux que de faire un petit tableau récapitulatif des risques des différentes classes d'actifs. Alors ce tableau part du postulat qu'au sein de chaque classe d'actifs, vous avez déjà un portefeuille assez diversifié. Il ne reprend donc pas les risques individuels, et se concentre d'ailleurs uniquement sur les risques les plus importants, donc évidemment si vous creusez un peu vous allez en trouver d'autres. Et il suffit d'un rapide coup d'œil à ce tableau pour réaliser que certaines classes d'actifs pourraient être considérées comme beaucoup plus risquées que d'autres, des classes d'actifs qui au final connaissent beaucoup plus régulièrement des variations, et des variations qui peuvent être beaucoup plus fortes que pour les autres. Ainsi, la monnaie et les fonds monétaires, qui ont une excellente stabilité, vont avoir tendance à sous-performer l'inflation et donc à vous appauvrir sur le long terme. A l'inverse, les classes d'actifs plus risquées, comme les actions ou le bitcoin, ont tendance à avoir une excellente performance. Et entre les deux, on a l'or qui a juste tendance à suivre l'inflation à très long terme, et les obligations ou l'immobilier papier qui lui va vous apporter un petit rendement mais qui reste quand même assez faible. Et en parlant d'immobilier papier, j'ai indiqué ici qu'il y avait un risque de liquidité, ce qui est vrai, mais principalement si vous investissez sur des SCPI. Et si vous investissez en SCPI, je vous invite à bien vous renseigner sur les contrats que vous signez, parce qu'il y a souvent des conditions qui vous empêchent de revendre vos parts aussi librement que vous pourriez le vouloir. Et vous pouvez tout aussi bien décider d'investir sur des foncières cotées, qui elles se tradent en bourse de la même manière que des actions et ont donc une bonne liquidité. Il ne reste plus qu'à réfléchir à comment imbriquer tout ça pour avoir un portefeuille final qui correspond à votre profil. Et on amorce tout de suite avec une première idée, un profil ici qui correspondrait plus à un jeune avec un horizon d'investissement très long et une très bonne tolérance à la volatilité, quelqu'un qui sait qu'il ne paniquera pas quand ses investissements se casseront la gueule et qui peut donc se permettre d'avoir beaucoup d'actifs à risque. On se retrouve ici sur une véritable logique de recherche de performance, mais ça ne signifie pas que c'est exactement cette allocation que vous devez prendre si c'est votre cas. Vous pouvez déjà complètement supprimer la pointe de la pyramide si vous estimez qu'elle n'a pas sa place dans votre portefeuille d'investissement. Au niveau de la proposition de Bitcoin, vous pouvez aussi décider de peut-être le sous-pondérer si vous estimez que c'est quelque chose en lequel vous ne croyez pas trop, ou à l'inverse, en mettre un petit peu plus si vous vous êtes bien documenté dessus et que c'est un projet en lequel vous croyez beaucoup. Évidemment, c'est le cas ici et pour tous les portefeuilles que je vais vous montrer aujourd'hui, ils ne sont là que pour vous faire comprendre la logique globale. Vous devez évidemment les retravailler et les repondérer en fonction de vos convictions. Un premier portefeuille qui, au fur et à mesure que le temps avance et que votre horizon d'investissement se contracte, viendra à tendre à devenir un petit peu plus comme celui que je vous avais présenté dans la précédente vidéo et que je vous remets ici, qui a toujours une petite recherche de performance qui est quand même bien présente, mais qui se permet de repondérer un petit peu plus les actifs défensifs pour un peu plus de stabilité. Ce qui donne un résultat qui est quand même très orienté action, qui diminue beaucoup le Bitcoin puisqu'on sait que c'est quand même quelque chose d'extrêmement risqué et qui va venir remettre de l'or et de l'immobilier papier, le tout donnant un portefeuille plus équilibré qui garde une très bonne performance, bien qu'elle sera forcément un petit peu plus basse que celle du portefeuille précédent. À noter quand même qu'à long terme, la performance globale d'un portefeuille plus diversifié n'est pas simplement le résultat de la moyenne pondérée des performances de chaque classe d'actifs individuellement, puisqu'un des avantages de ce type de portefeuille, c'est justement de pouvoir bénéficier des moments où l'une des classes d'actifs est dans un creux pour rééquilibrer le portefeuille en revendant ce qui a monté pour racheter ce qui a baissé, ce qui va vous permettre de mécaniquement avoir de bons points d'entrée et donc d'améliorer un peu votre performance en bénéficiant d'un portefeuille plus stable. Ce qui fait qu'au final, oui, votre performance baisse quand même, mais pas tant que ça. Admettons maintenant que vous n'êtes pas encore tout à fait arrivé à l'âge de votre retraite, mais qu'elle commence à se rapprocher tout doucement, vous seriez peut-être plus tenté d'avoir un portefeuille encore plus stable qui correspondrait peut-être à ce type d'allocation. On garde toujours une recherche d'un minimum de performance avec quand même 40% d'actions, mais qui sont largement stabilisées avec l'or, l'immobilier papier, les obligations. On garde peut-être un chouïa de Bitcoin, mais pas trop. On se retrouve avec finalement quelque chose qui est très stable, qui offre quand même une assez bonne performance.
Ça peut connaître des petits cassages de gueule, mais normalement rien de trop violent. Et on quitte finalement la logique pyramidale pour arriver à quelque chose qui s'apparente un petit peu à un 4 quarts, puisque je vais vous parler du portefeuille de Brown. Ici, je n'invente rien, c'est un portefeuille qui est extrêmement connu des investisseurs sérieux, et qui a pour gros avantage d'être extrêmement résilient. Sa performance globale n'est pas exceptionnelle, il a tendance à faire un petit peu mieux que l'inflation, mais il a pour gros avantage sa stabilité et est donc aux antipodes complets de la première pyramide que je vous avais présentée. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, sa différence principale avec les portefeuilles précédents, c'est l'arrivée d'une énorme poche de cash, alors que jusqu'ici, vous n'en déteniez pratiquement pas. Pour la simple et bonne raison que le cash a tendance à sous-performer largement, mais qui apporte ici plus de stabilité au portefeuille. Je me permets quand même de faire une piqûre de rappel, il faut bien différencier le cash qui sert à vos investissements de votre cash de sécurité. Quand dans les modèles précédents, je vous disais de garder très peu de cash, c'était au niveau de vos investissements. Je vous dis pas de pas garder un bal sur votre compte épargne pour si vous avez un pépin. Maintenant, vous avez peut-être remarqué un autre gros changement sur ce graphique, c'est que le Bitcoin et l'immobilier papier ont complètement disparu. Forcément, pour le Bitcoin, c'était plutôt attendu, puisque le portefeuille de Brown a été créé à la fin des années 70, Bitcoin n'existait tout simplement pas. Pour ce qui est de l'immobilier papier, il n'en a pas intégré, mais on pourrait envisager d'en mettre un petit peu. Et si je devais les placer, je les mettrais comme ça. Et si vous vous demandez pourquoi ce placement, eh bien c'est tout simplement parce que le Bitcoin se rapproche assez de l'or en termes de valeur de rareté, et que finalement, les risques liés à l'immobilier et aux obligations longues sont assez proches. C'est à vous de savoir si vous souhaitez en intégrer ou non au portefeuille de Brown original, et je dis pas que cette allocation est la seule façon de faire. Vous pourriez aussi décider de diminuer un petit peu la partie monétaire pour mettre peut-être un petit peu plus d'immobilier papier, de caler l'immobilier papier à mi-chemin entre les produits monétaires et les obligations. Enfin, il y a différentes façons de l'envisager. Ça, c'est juste une petite idée de environ où est-ce que je les mettrais. Je fais aussi un petit rappel pour dire que j'ai présenté ici les différents portefeuilles un petit peu dans une logique évolutive, partant d'un petit jeune qui va chercher de la performance vers un retraité qui souhaite profiter de son capital, mais vous pouvez tout à fait envisager vos investissements différemment. Si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec la volatilité, si vous avez peur de paniquer et de faire n'importe quoi avec votre argent, vous pourriez directement commencer avec un portefeuille plus stable, et ce, même si vous êtes jeune et que vous avez un horizon de placement très long. Et en vrai, je dis ça comme ça parce que ça vient de me traverser l'esprit, mais si vous avez vu ma vidéo sur le DCA, et si c'est pas le cas, je vous la mets là, eh bien vous savez qu'il y a un problème mécanique qui fait qu'à certains moments, surtout au début de votre carrière d'investisseur, vous allez vous retrouver fortement dans le rouge. Eh bien, vous pourriez décider volontairement de commencer avec un portefeuille plus stable, en vous disant qu'il y a quand même une bonne probabilité que pour les 5 ou 10 prochaines années, il y ait une période de crise qui se profile, et quand ce sera le cas, changer de stratégie pour revenir sur une stratégie un petit peu plus agressive, en rachetant plus d'actions dans le creux de marché. Bref, je pense que si vous avez suivi toutes mes vidéos jusqu'ici, vous avez déjà de bonnes bases pour commencer à investir. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'on a fini de parler finances, j'ai encore plein de sujets à aborder. Mais normalement maintenant, vous pouvez tout doucement vous lancer. Et puis moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt mes poulets!